La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, début de l'installation des comités préfectoraux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Cérémonie ce mardi dans le Tône, le rôle et la mission de ces comités tout à l'heure en début de cette édition. Bientôt, des prêts à allouer au secteur agricole sur fonds MIFA. 3,8 milliards de francs CFA sont déjà disponibles. Qui en sera bénéficiaire? Sous quels critères? Bon à savoir et à bientôt dans ce journal. Aujourd'hui, 15 octobre, journée mondiale de la canne blanche. Ce n'est pas toujours aisé pour nos frères et sœurs, nos voyants, de traverser la route. Véritable parcours de combattants. Nos habitudes envers eux en circulation doivent changer. Démonstration à suivre ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. C'est un sujet d'intérêt commun pour les deux dames, les deux personnalités, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawachegan Dibori, la représentante résidente de l'UNFPA au Togo, Josiane Yagibou. La première a été reçue en audience par la seconde. Les discussions donc largement portées sur la santé de la reproduction de la femme et de la jeune fille. Les précisions au micro de Abidé Niassibé. Nous avons eu des échanges vraiment très ouverts et une conversation au sujet des questions de droit en général et questions des droits des femmes et des jeunes filles. C'était vraiment une visite de courtoisie pour informer Madame la Présidente de l'Assemblée que je venais de prendre fonction en tant que représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et également pour faire un suivi par rapport à l'audience qu'elle avait accordée au système des Nations Unies en début d'année et au cours de laquelle elle avait évoqué des questions précises concernant les violences basées sur le genre. Au Togo en particulier, entre 2014 et 2017, nous avons recensé plus de 8800 grossesses en milieu scolaire, ce qui est beaucoup. Et ce sont des questions qui nous préoccupent et qui préoccupent également la présidente de l'Assemblée. J'ai également parlé de l'invitation au sommet de Nairobi. Le sommet de Nairobi se tient du 12 au 14 novembre au Kenya. Et c'était l'occasion de revoir avec la présidente de l'Assemblée toutes les questions qui seront évoquées lors du sommet de Nairobi auquel le Togo a été invité. La présidente de l'Assemblée est très engagée pour les questions qui touchent aux filles, qui touchent aux adolescentes et qui touchent également à leur épanouissement. Ensemble, nous avons discuté de comment trouver au sein de la communauté togolaise des championnes qui pourront amplifier la voix des jeunes filles et comment trouver des mentors qui pourront continuer à encourager les jeunes filles dans leur épanouissement. Et voilà donc l'audience ce matin, la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, la lutte contre l'extrémisme violent. L'État togolais multiplie les initiatives de prévention. Tenez, depuis ce matin est installé dans le Tône le comité préfectoral de prévention et de lutte contre le phénomène. Son rôle, sa mission, les précisions de Tchazim Nabaga. Avec cette onction du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le comité préfectoral Tône de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent devient opérationnel. Composé de 19 membres issus de diverses couches socio-professionnelles, il a cette particularité d'être un mécanisme souple, essentiellement préventif.
Les membres vont œuvrer en amont auprès des populations pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans la préfecture. Lorsque je suis informé d'un danger, je prends mes dispositions pour ne pas être surpris. Et c'est cela que le gouvernement a compris en mettant en place d'abord le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et des ramifications à un niveau beaucoup plus inférieur dans les préfectures et dans les cantons que sont les comités préfectoraux et cantonaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Nous entendons apporter des informations aux forces de sécurité et de défense pour les amener à investiguer et sécuriser notre localité. Donc c'est un sentiment de joie et je profite de cette occasion pour dire un sincère merci au gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État qui prend des mesures pour que la paix que nous avons acquise de longue date soit au rendez-vous pour permettre à chacune et à chacun de vaquer librement à ses occupations et contribuer au développement de notre pays. Le comité préfectoral de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent va coordonner les activités des comités cantonaux et servir de courroie de transmission entre le niveau cantonal et le niveau central. De la bonne analyse et de la qualité des synthèses qu'il fera remonter au comité interministériel dépendront la célérité de la réaction du gouvernement et surtout de l'efficacité de la réponse de l'État. Ce comité a pour mission d'entretenir la cohésion sociale et de faire remonter tout indice, toute cause qui peut être à l'origine de la violence dans notre société. Et je souhaite une bonne chance à ce comité qui est proche de nos populations, qui doit être attentif aux besoins de nos populations, qui doit être attentif aux problèmes de notre population pour éviter notre jeunesse à succomber au discours de haine, au discours d'intolérance, au discours de violence que nous, malheureusement, nous voyons passer dans certains pays. Et je voulais rendre hommage au président de la République qui a eu cette initiative parce qu'il suit la situation de sécurité dans notre région. Il a pris le devant, nous devons également le suivre pour prévenir à notre pays la violence inutile. Humilité et courtoisie, ce sont les maîtres mots du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'endroit des membres afin de susciter l'adhésion des populations à la coproduction de la sécurité. Le comité préfectoral va œuvrer aux côtés de l'opération Kunjuare, qui est elle un dispositif militaire pour prévenir l'infiltration des djihadistes au Togo. Dans cette lutte acharnée pour anéantir dans l'œuf les germes de l'extrémisme violent, le Togo se fait accompagner par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'ambassade des États-Unis au Togo et l'Institut stratégique de sécurité du Sénégal. Et la cérémonie donc de ce matin inaugure une série d'installations dans la région des Savanes. L'actualité, c'est aussi le séjour à Lomé depuis ce mardi d'une délégation des ports français regroupés au sein de Aropa, Havre, Rouen, Paris. Au menu de cette visite, des échanges avec des autorités portuaires et des opérateurs économiques togolais à l'horizon des partenariats gagnant-gagnant. Mais en attendant, cette délégation était ce matin au port autonome de Lomé en visite. Le récit, Laetitia Awaté, Luc Assis. C'est un point de jonction entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et les pays de l'Afrique. Le port autonome de Lomé, de par sa position stratégique, se révèle moteur du développement économique de la sous-région ouest-africaine. Il s'est nettement amélioré ces dernières années en services et infrastructures pour répondre aux défis de l'heure. Une délégation des ports de Aropa, notamment Havre, Rouen et Paris, est à Lomé pour constater l'évolution du port autonome de Lomé, PAL. Elle a visité les deux grands terminaux du PAL, les terminaux du groupe Bolloré et de Lomé Conteneur Terminal. Les ports de l'Axe Seine en France est venu ici au port de Lomé, à la fois pour faire un point d'étape sur le devenir du port de Lomé, voir comment il a évolué. Nous étions venus en 2015 et nous avons pu observer effectivement le grand développement du port de Lomé. Et la deuxième raison de notre venue, c'est de renforcer les liens qui unissent les ports de l'Axe Seine et notamment de la place portuaire rouennaise et effectivement les ports de la côte africaine de l'Ouest
Et encore une fois, l'idée, c'est de renforcer nos liens commerciaux entre le port de Lomé et les ports d'Aropa. Alors une impression très positive, nous venons de visiter les 2 terminaux conteneurs du port de Lomé et effectivement nous avons pu voir une évolution en termes de montée de gamme des terminaux très modernes avec des capacités de traitement très importantes, donc très impressionné effectivement par l'évolution du port de Lomé ces dernières années. Bien avant cette visite, la délégation s'est entretenue avec les premiers responsables du port autonome de Lomé. Entretien qui leur a permis de s'enquérir de l'état de fonctionnement de la plateforme portuaire et les projets qu'elle porte pour son futur. La mission d'Aropa aura aussi à échanger avec les acteurs portuaires et les opérateurs économiques togolais pour d'éventuels partenariats. De l'argent pour le secteur agricole sous forme de prêt, je vous l'annonçais aussi tout à l'heure en titre. Retenez d'abord ce chiffre, 3,8 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est le montant mobilisé par le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Quelles sont les filières qui vont bénéficier de ces prêts? Sous quelles conditions? Eh bien, voilà cela avec Carmen Maggi Akapou. Entre août et septembre 2019, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA-SA, fondé sur le partage de risques, a facilité l'octroi par les institutions financières d'un peu plus de 3,8 milliards de francs CFA de crédit au bénéfice des acteurs des chaînes de valeur agricoles. Ces fonds, qui ont touché autant de producteurs agricoles que des promoteurs d'unités de transformation agroalimentaire et des fournisseurs de services agricoles, ont permis de financer 200 projets avec quelques 51 667 bénéficiaires enregistrés pour un total de 85 951 emplois impactés selon le MIFA-SA. De plus, un regard dans les données montre que dans l'ensemble, des facilités accordées, les intrants, le soja et le riz se taillent la part du lion, absorbant plus de 80% des fonds alloués. Dans le détail, on a 52% pour la commercialisation des intrants, 16% pour la production et la commercialisation du soja et 13% pour la production de riz qui finit bonne troisième. Viennent ensuite l'aviculture à 5%, la production de sésame 5%, la production de la tomate à 3%, la production du maïs à culture vivrière par excellence au Togo a bénéficié de 2% de ces crédits. Au Togo, l'agriculture ne bénéficie que des miettes des crédits accordés par le secteur bancaire alors qu'elle représente 40% du PIB et occupe 60% de la population. À fin juin 2019, les crédits à l'agriculture ne représentaient que 0,2% du total des financements bancaires. Avec le MIFA, le gouvernement entend porter les crédits consacrés au secteur agricole à 5% d'ici à 2020. Globalement, l'économie togolaise, comme nombre de ses voisines, est sous-financée par ses banques. Bien que les banques locales, Orabank, BTCI et BOA, aient apporté au cours de la période des soutiens au MIFA, les chiffres montrent que ces appuis sont largement en deçà de leur capacité à financer le secteur le plus important de l'économie togolaise, l'agriculture. D'ici à fin décembre 2019, le MIFA veut mobiliser 7 milliards de francs CFA au profit du secteur agricole et impacter 130 000 emplois. À cette date, plus de la moitié de cet objectif a été réalisé. Plus de 3,8 milliards de francs CFA de crédit ont été mobilisés entre août et septembre 2019 au profit de 52 000 acteurs impactant 86 000 emplois. Le MIFA se félicite de l'engouement des acteurs du secteur agricole vis-à-vis de son accompagnement, informant qu'entre janvier et septembre 2019, plus de 500 projets ont été enregistrés pour un coût d'environ 45 milliards de francs CFA. Des projets actuellement à l'étude auprès des institutions financières en vue de leur financement. Sujet évoqué ce soir, les procédures d'audit. Comment rendre la gestion de l'argent public transparente? Eh bien, la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État revoient leurs méthodes aidées par le Fonds mondial. Une session de formation en cours depuis hier. Robert Potogwe y était à Ratem pour la précision.
À compter de janvier 2020, l'audit de financement du Fonds mondial destiné à lutter contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose sera aussi effectif au Togo. Depuis la mise en place de ce fonds en 2003, seule une minorité de pays africains subsahariens assure la traçabilité des montants octroyés pour éradiquer ces pandémies. Après la conférence de Kigali en avril 2019, les pays qui sont à l'entraîne s'engagent à rectifier le tir, mais avant, il faut une formation. Depuis 2003 jusqu'à nos jours, le Togo a reçu à peu près l'équivalent de 165 milliards de CFA. Malheureusement, les institutions de contrôle d'État ne sont pas très impliqués dans cette subvention. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour discuter avec eux et puis les outiller, qu'ils puissent de plus en plus être impliqués et puis faire de l'audit, de la vérification de ces comptes-là et de ces programmes. Cette formation de 4 jours permettra à la Cour des comptes du Togo, à l'Inspection générale d'État et aux auditeurs internes de l'unité de gestion du projet de s'impliquer désormais dans la gestion et maîtriser la procédure d'audit appropriée. L'auditeur général extérieur qui venait de la Suisse ne sera plus là et c'est la Cour des comptes qui va assurer intégralement les diverses formes d'audit. Alors, il y aura des audits financiers, il y aura des audits de conformité, il y aura des audits programmatiques, il y aura l'audit de la chaîne d'approvisionnement des médicaments. À l'issue de cette formation, la Cour des comptes et l'IGE vont définir ensemble les tâches qui incombent à chaque structure pour garantir la durabilité du fonds. Elle est assurée par l'Observatoire indépendant du Fonds mondial et l'Union des ONG du Togo. Dans les pays anglophones, sur l'instance formatrice, le Fonds mondial en lutte au Togo, vous le savez, contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. C'est depuis 2003, il y a maintenant 6 ans. Quels résultats enregistrés sur le terrain? On fait le point avec Robert Poitogo et Yatar Atem. Face à la menace planétaire du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, en 2003, le système des Nations Unies a mis en place le Fonds mondial avec pour objectif de combattre ces maux. Cette fondation fait une levée de fonds tous les 3 ans et octroie la subvention aux États avec ses exigences. Le Fonds mondial intervient au niveau des pays par le biais de ce qu'on appelle CCM, c'est-à-dire Country Coordinating Mechanism. Et c'est des instances de coordination nationale mises en place au niveau du pays et qui est tripartite, qui en font la demande de financement au Fonds mondial, qui est basé à Genève. Et lorsque le fonds est approuvé, le CCM, qui est au niveau du pays, composé de 3 parties, sélectionne de manière transparente et documentée un agent de financement, un récipiendaire principal, pour gérer les fonds au niveau du Togo. Actuellement, le récipiendaire principal est unique, c'est le gouvernement, à travers une unité de gestion qui est mise en place et dont la primature est en charge. Les mécanismes de financement au niveau du pays se fait soit par 2 ou 3 voies, plusieurs voies. Actuellement au Togo, nous avions opté pour la voie unique, c'est-à-dire qu'un seul récipiendaire principal robuste, c'est l'État. Depuis 2003, les subventions s'élèvent à 165 milliards, dont 132 milliards consommés. Grâce à ce fonds, d'énormes progrès ont été réalisés. Quand vous prenez le sida, il y a plus que 10 ans, ça faisait trembler tout le monde. Actuellement, les ARV sont gratuites, les médicaments pour traiter le sida sont... Il suffit de prendre correctement ces médicaments et vous n'avez pas de souci à faire. Donc, actuellement, on est dans la série de ce qu'on appelle 90, 90, 90. Ça veut dire que 90% des malades détectés. Et parmi ceux qui sont sous ARV, leur charge virale est non détectable. Ça veut dire qu'ils seront moins transmissibles pour le paludisme. Vous savez que les campagnes de distribution des moustiquaires se font tous les 3 ans au niveau du Togo. Et que ça, c'est aussi sur le financement du Fonds mondial. Le taux de
dépistage du tuberculose pulmonaire est avancé, donc la prise en charge est aussi avancée. Tous ces médicaments sont gratuits. Sur le terrain, 12 millions de moustiquaires ont été distribués, plus de 2000 personnes ont été guéries de la tuberculose pulmonaire et 62 000 personnes placées sous ARV. Actuellement, le Togo bénéficie d'une subvention de 40 milliards de francs CFA sur les 3 programmes pour la période 2020-2023. Également dans l'actualité, les questions de santé évoquées aussi ce soir. Tenez d'abord, 11 centres de santé viennent d'ouvrir leurs portes. Rien que dans les plateaux, de nouveaux centres nouvellement construits, d'autres réhabilités. La cérémonie de réception d'Herman Songoy. Des réceptions définitives de 11 centres de santé construits, réhabilités et équipés dans le cadre du projet d'amélioration de la santé maternelle, néonatale et de la planification familiale. Un projet de l'État togolais à hauteur de 2 558 millions de francs CFA, financé par l'Agence française de développement avec la contribution de l'ONG Plan International. Ces 11 centres de santé de la région des Plateaux ont bénéficié de divers services pour renforcer leurs prestations. Cette tournée de réception définitive des ouvrages marque la fin des travaux des différentes entreprises prestataires. Nous avons entrepris des constructions et des réhabilitations pour mettre ces formations sanitaires-là aux normes de pratique SONU. Et voilà, un an, on a procédé à ce que nous appelions des réceptions provisoires. Là, nous sommes en phase de réception définitive pour désengager les responsabilités des entreprises et que les formations sanitaires prennent en main ces infrastructures-là aussi bien dans leur utilisation que dans leur entretien, mais beaucoup plus dans la qualité des services. Et nous espérons que cela devrait pouvoir booster les indicateurs et améliorer les qualités de services dans ces formations sanitaires-là. Il va falloir déjà faire des projections en termes d'investissement, en termes de rétrocession de ce matériel-là, mais aussi en termes d'amortissement de ce matériel-là pour pouvoir assurer une véritable pérennisation si on veut que les services soient maintenus et surtout si on veut que ces services-là s'améliorent au fur et à mesure. D'abord pour l'extension à la maternité qui nous permet d'avoir plus d'espace et d'accueillir et d'installer aisément nos femmes enceintes et les accoucher. Donc avoir tout ce confort, à même on arrive à garder certaines femmes sous surveillance. Il y a le matériel aussi qui est venu en appui, qui nous permet de poser facilement certains diagnostics. Il y a des émissions radiophoniques que nous faisons chaque trimestre et ça motive la fréquentation. L'augmentation de fréquentation de ces centres de santé, une bonne gestion des ouvrages et matériels, des points essentiels discutés au cours de ces rencontres de réception des ouvrages sanitaires dans les plateaux. A signaler également dans la foulée ce geste humanitaire de la Poste. Le service célébré, vous le savez, le 9 octobre dernier, c'est la journée mondiale. À l'occasion, le personnel a fait don de sang, geste hautement apprécié par le Centre national de transfusion sanguine. Sandra Ziagui. Le personnel de la Poste de Nyekonakwe fait don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Un geste utile pour marquer la journée mondiale de la Poste. L'opération de don de sang est une action citoyenne pour appuyer le Centre national de transfusion sanguine à avoir plus de poches de sang disponibles pour sauver des vies humaines. À marge de cette journée, nous avons choisi au Togo de faire le volet social de notre activité qui consiste à faire une opération de don de sang. Je remercie et félicite tous ceux qui sont déjà passés ce matin pour faire ce geste. Nous avons voulu faire de la fête également une journée où nous participons aux côtés du Centre national de transfusion sanguine à améliorer les poches de sang dans nos hôpitaux. Le Centre national de transfusion sanguine se réjouit de cet acte noble. Il invite d'autres potentiels donneurs à faire le pas. Vous n'êtes pas à savoir que depuis un certain moment, le Centre national de transfusion sanguine traverse un moment de pénurie et l'action du don de sang que la Poste est en train de faire aujourd'hui va nous aider à collecter des poches de sang, à recruter de nouveaux donneurs. Nous remercions très infiniment le directeur général de la Poste qui a pensé à nous, surtout en ce moment où nous traversons un grand temps de pénurie. La Société des Postes est le principal opérateur chargé de la collecte et de la distribution du courrier. Elle offre également d'autres services et œuvre pour le développement du commerce électronique au Togo.
C'est un document tant désiré obligatoire pour l'obtention de leur permis de conduire catégorie A. Et ça y est, certains commencent par l'avoir. La DOSI, le garde des Sceaux, ont fait diligence. Les bénéficiaires poussent un ouf de soulagement. Reportage Jémé Alpha, Antoinette Oumar-Vovor. Plus de 500 certificats de nationalité remis aux acteurs du secteur informel. Une audience foraine organisée par la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI en partenariat avec la direction de la nationalité et garde des Sceaux. Une initiative pour permettre aux conducteurs de constituer leur dossier pour l'obtention du permis de conduire catégorie A aux usagers d'engins à 2 roues ou 3 roues. Si je dois faire un bilan, je dirais que nous avons fait plus de la moitié du travail et d'ici 2 semaines environ, nous pourrons boucler toute cette activité-là. Parce que nous avons pris l'engagement de libérer les certificats produits au plus tard à la fin du mois d'octobre. Vu que nous étions à Sokodé en début octobre, ce n'est pas exclu que pour particulièrement les dossiers de Sokodé, nous puissions aller ou prendre quelques jours du mois de novembre pour les achever. Mais sinon, pour tout le reste, nous tiendrons dans le délai. La DOSI, dans son projet Zokeke, forme les conducteurs de taxi-moto sur le code de la route et le civisme. Déjà, beaucoup de conducteurs ont pu rentrer en possession de leur permis. On suivait des formations des différentes sortes de lieux et cette formation aussi m'a permis vraiment de voir que sur la route, nous devons avoir le sens de la courtoisie, la tolérance. Aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir mon permis de conduire catégorie A. Je dois vraiment remercier la DOSI. Nous avons voulu coupler cette remise et c'est pour ça que nous avons remis aussi des permis de conduire catégorie A à nos acteurs qui ont passé le permis bien avant que le gouvernement décrète le permis A obligatoire. Environ 5000 dossiers ont été collectés et traités sur l'étendue du territoire national dans un bref délai. Une opportunité pour les citoyens togolais d'avoir un accès facile au certificat de nationalité pour jouir pleinement de leurs droits. Dans le reste de l'actualité, le CONAP serve contre la désinformation, les fake news. L'outil à maîtriser, Journalisme Trust Initiative, objet d'une formation depuis ce matin à Lomé. Reporters sans frontières apporte son expertise. En quoi consiste donc l'outil dit innovant? Les précisions de Karine Olonlo. Et au site internet. Reporters sans frontières et ses partenaires partent en guerre contre la désinformation dans les médias. Journalism Trust Initiative est un projet qui consiste à créer un référentiel pour le journalisme sous forme d'indicateurs sur la transparence des médias, l'indépendance éditoriale, la mise en œuvre de méthodes journalistiques et le respect des règles déontologiques. Les journalistes togolais ici réunis apportent leur contribution à la concrétisation de ce projet. Face à l'abondance aujourd'hui des fake news, il urge de sortir le vrai du faux, il urge de faire un journalisme qualitatif, de distinguer les journalistes qualitatifs, le journalisme qualitatif du phénomène de fake news. Et c'est pour ça que ce projet a été lancé. Il s'agit en réalité d'édicter des règles professionnelles, que ce soit des règles éditées par les comités de normalisation internationaux, mais également par les médias eux-mêmes, pour que les médias, grâce à ces règles-là, puissent s'auto-évaluer pour savoir s'ils sont en train de faire la bonne pratique journalistique, s'ils sont en train de respecter l'éthique et la déontologie, s'ils sont transparents. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est un partage de ces règles-là avec les journalistes togolais, les responsables de médias venus de divers horizons. Ils devront apporter leur contribution, dire si ces règles leur sied, si ça répond à leur pratique quotidienne et surtout si ces différentes règles-là édicter, répondre à leur conception du professionnalisme. Le dispositif pourrait aussi servir de référence pour les aides publiques à la presse, offrant ainsi aux médias des sources de financement complémentaires. Il pourra être utilisé par des organes de régulation et servir de base à un label des médias de confiance.
Célébrer ce mardi la journée internationale de la canne blanche. Fait marquant aujourd'hui dans la rue de Lomé, cette démonstration, un message fort à l'endroit de tous les usagers de la route. Regardez, c'est un reportage de Clarisse Aticlay. Difficile pour une personne portant une déficience visuelle de traverser la route en pleine circulation. Emmanuel Aziakessé est un non-voyant et chaque jour, c'est de plus en plus dur pour lui de traverser la chaussée, surtout aux heures de pointe. Je me rappelle que j'avais envie par exemple d'aller jouer quelque part puisque je suis un artiste. Et lorsque je suis arrivé au bord de la route, je cherchais en vain quelqu'un qui pouvait vraiment m'aider à traverser la route et j'ai dû passer quand même des heures avant de trouver au moins quelqu'un. Et c'est un Z. Il a descendu de sa moto et il m'a fait traverser la route avant de continuer sa route. Mon message va directement à tous les citoyens togolais. Lorsqu'ils trouvent par exemple un non-voyant avec cette canne blanche en main, qu'il se fasse ce devoir de l'aider lorsqu'il est au bord de la route, de l'aider à traverser la route. Et surtout des conducteurs d'engins, de se patienter lorsqu'ils trouvent la personne handicapée visuelle soulevant sa canne blanche, qu'ils s'arrêtent afin que cette personne puisse traverser la route. À l'occasion de la journée internationale de la canne blanche, célébrée ce 15 octobre, Emmanuel et ses pairs du centre d'enseignement spécialisé pour aveugles CESA ont voulu montrer aux usagers de la route et à tous l'importance de la canne blanche, surtout dans la traversée de la route. Nous avons des difficultés à traverser les routes, nous avons des difficultés à nous déplacer parce que les usagers de la route, les automobilistes ne reconnaissent pas la valeur et la signification de cette canne blanche dans la main d'une personne handicapée de la vue. Nous voulons signifier à la population et aux usagers de la route surtout que en voyant une personne avec une canne blanche en main, surtout au bord de la route, et qui soulève sa canne, c'est parce qu'il demande en quelque sorte le passage. Il demande aux automobilistes de lui céder la place pour qu'il puisse traverser. Inventée par une jeune parisienne, la canne blanche est un instrument associé à la cécité complète. C'est un outil indispensable qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de se déplacer de manière autonome. Voilà, message clair, message entendu. Le 15 octobre, c'est aussi la journée du lavage des mains. Un clin d'œil aux enfants dans les écoles. L'accent est mis sur l'hygiène. Nous reviendrons à l'image sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Allez, on referme la présente sur cette rencontre. Ministre Egbetonio, promoteur culturel, ça se passe à Takpamé. Pourquoi cette rencontre? Les échanges avec Sylvain Raboujou. Des échanges pour donner un souffle nouveau au secteur de la culture au Togo. Artistes, animateurs et promoteurs culturels des plateaux revisitent ensemble avec le ministre Kosivi Egbetonio de la Culture, du Tourisme et des Loisirs le secteur pour sa viabilité, celui de permettre à chaque acteur de vivre de son art. C'est une rencontre d'échange pour donc réorganiser le secteur et faire de la culture un socle de développement durable capable de valoriser le Togo à l'échelle internationale. Face à cet enjeu, les promoteurs culturels doivent se regrouper selon leur catégorie pour proposer des projets communs innovants destinés à migrer vers une industrie culturelle devant permettre au secteur de contribuer efficacement à la mise en œuvre du PND. Je suis venu voir avec ceux de Takpamé comment est-ce que ensemble nous allons participer à la mise en place et à la mise en œuvre de ce PND pour d'abord leur mieux-être en tant qu'individu, pour le mieux-être des personnes dont ils ont la charge. Autre sujet également au cœur de ces échanges, le FAC, Fonds d'aide à la culture. Il s'agit pour le ministre de recueillir des acteurs et promoteurs culturels leur vision sur la gestion et le fonctionnement de ce dispositif mis en place pour les accompagner. Et selon le ministre, la procédure va désormais changer. Le FAC va changer de manière de fonctionner. Nous allons le recentrer pour qu'il serve véritablement à relever les acteurs culturels
qui voudront bien se faire aider en s'organisant et en donnant au gouvernement de bonnes raisons de les croire, de bonnes raisons d'espérer que c'est des gens qui veulent réellement vivre de leur métier, de leur art. La rencontre s'inscrit dans le contexte de la tournée entamée par le ministre au contact des acteurs culturels de l'intérieur du pays. L'étape d'Atapamé qui marque la fin de cette tournée a permis au ministre de découvrir les réalités du secteur, d'explorer avec eux les pistes capables de contribuer au développement économique et social. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, qui porte à la connaissance du public que la vente aux enchères publiques des produits forestiers saisis, madriers, grumes, planches, chevrons, poteaux, perches, et qui a débuté le 2 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national est suspendu. Le 26 septembre 2019 reprend du 21 au 28 octobre 2019 dans les préfectures de Ao, de Zio, de Yoto, d'Ave, d'Aguenive et du Golfe, conformément aux dispositions de la loi numéro 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier. Le calendrier est à consulter dans le quotidien national Togo Presse du mercredi 16 octobre 2019 et dans les directions préfectorales de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature concernée. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Takwame justement. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.